Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside pour Forbes, avec aujourd'hui un éclairage très particulier sur la cybercriminalité. Ça intéresse toutes les entreprises et ça donne du travail à certaines entreprises, dont la vôtre, monsieur Benoît Grunewald, merci d'être avec nous. La société N7, dans laquelle vous êtes expert en cybersécurité. C'est une société de conseil en informatique et en cybersécurité, d'origine slovaque d'ailleurs. Tout à fait, nous sommes slovaques. Avec une implantation française très importante à laquelle, évidemment, vous participez. La réalité de cette question, qui fait beaucoup parler, mais dont les chefs d'entreprise n'osent pas trop donner de précision, c'est quoi ? La réalité, c'est que les entreprises, quelle que soit leur taille, sont ciblées par la cybercriminalité et que les grandes entreprises sont préparées. Et il y a de nombreuses personnes qui travaillent à la défense à la fois de l'entreprise, mais également de ses clients. Je pense à des banques, par exemple. Mais les petites, moyennes entreprises et ou les ETI ont bien souvent négligé le sujet de la cybersécurité. C'est de la criminalité. C'est complètement de la criminalité. Et ça passe par quels outils, par quels moyens ? On rentre dans les mémoires d'ordinateur, on rentre dans les logiciels, on les bloque, on fait du chantage, on fait du racket, c'est ça ? Aujourd'hui, c'est ça. Et d'ailleurs, la menace la plus fréquente aujourd'hui, c'est le rançongiciel. C'est-à-dire un logiciel qui pénètre dans votre entreprise et qui verrouille l'accès à tous vos documents. Donc par exemple la comptabilité, les documents fournisseurs, et qui donc vous empêche de travailler. Et pour débloquer l'accès à ces documents, vous demande le paiement d'une rançon, généralement en crypto-monnaie, de type Bitcoin, et à partir de là, vous espérez pouvoir récupérer vos informations. Et on le récupère ? Généralement, on ne les récupère pas pour différentes raisons, notamment parce qu'à partir du moment où on traite avec des cybercriminels, eh bien, on n'est pas face à des gens qui ont une éthique. Et en plus, il est souvent plus compliqué de repartir avec les données que l'on déchiffrerait plutôt que de réinstaller ou de réintégrer les sauvegardes que l'on aurait dû faire. Donc il ne faut pas payer. Le premier conseil est de ne pas payer. Oui. On dit qu'il y en aurait 400 à 500 000 attaques comme ça aujourd'hui dans le monde pour des sommes colossales supérieures aux milliards. Oui, complètement. Aujourd'hui, ce que l'on appelle notre télémétrie, c'est-à-dire tous les postes de travail et les clients que l'on protège, nous remontent jusqu'à 1 million de menaces par jour. Alors toutes ne sont pas nouvelles et exclusives, mais parmi elles, il y en a un très grand nombre qui sont spécifiques à des entreprises. Et c'est important de noter que la taille de l'entreprise n'importe peu. Toutes les entreprises sont ciblées. Ça vient d'où, ça ? Alors, cela vient de différentes sources. Quand même, non ? Alors, on peut pister, parce qu'il n'y a pas un anonymat 100% garanti sur Internet. Il y a des attaques qui sont créées par des États, qui généralement ciblent les très grandes entreprises ou d'autres États. Et puis ensuite, il y a toute la cybercriminalité qui cherche à s'enrichir, dont c'est le métier. Des organisations criminelles. Des organisations criminelles. Et il faut savoir le dit beaucoup en Asie ou en Europe de l'Est. Alors, en fait, il y a une régionalisation des cybercriminels parce que cela va dépendre de la législation qui, dans certains pays, peut être permissive quant à l'accès sur des systèmes bancaires ou quant à l'accès sur etc., etc. Et donc, ils sont localisés. La pandémie a aggravé la crise ? A aggravé le problème ou pas ? La pandémie a nettement aggravé le problème, notamment parce que quand on est en situation de télétravail et en plus de stress, eh bien un certain nombre de réflexes sont diminués, quant notamment à notre vigilance face à la cybercriminalité, et également les cybercriminels ont vu là une opportunité pour eux d'attaquer encore plus. Entre nous, ils se sont aperçus que la plupart des grandes entreprises avaient mis leurs salariés en télétravail, donc ils avaient dispatché aux quatre coins de Paris ou même dans la France entière tous les ordinateurs personnels. Exactement. Et quand on est chez soi, on n'est pas aussi bien protégé que quand on est dans l'entreprise. J'imagine. Alors, dites-moi quand même, les vendeurs de logiciels, ils vendent des antivirus aussi. Alors l'antivirus, l'antivirus, c'est ce qu'on achète en général quand on achète un micro-ordinateur. Complètement. Ça sert à rien, très bon réflexe. Alors cela sert, sauf que le mot qu'on utilise, antivirus, c'est celui qu'on a créé il y a 30 ans. L'antivirus est aussi dépassé que notre ordinateur fixe à la maison l'est. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une suite de sécurité et on fait confiance à des professionnels qui vont accompagner l'entreprise dans sa transformation numérique en toute sécurité. Oui.
Donc il faut qu'il y ait un conseil en stratégie digitale qui vienne, des gens de votre équipe. Des professionnels dans cybersécurité qui vont accompagner l'entreprise et la conseiller quand on sait... Ça n'est accessible qu'à des entreprises, ça. Des particuliers, des professions libérales, des choses comme ça. Eh bien, détrompez-vous, parce que nous avons 3000 partenaires sur le territoire français. Oui. Et ces 3000 partenaires maîtrisent nos solutions, sont bien souvent formés et informés. Je pense à cybermalveillance.gouv.fr qui sort un label expert cyber. Et nous les formons, nous les accompagnons pour à la fois dispenser des solutions, mais également des formations. Vous dites souvent il faut faire attention à son comportement, c'est-à-dire ne pas laisser son téléphone portable n'importe où, faire attention à ses codes. Complètement. Franchement, on en a des centaines de codes, donc on ne peut plus les retenir. Donc, en fait, tout le monde prend le même, quoi. Alors, c'est un mauvais réflexe, mais franchement. Mais vous savez que moi, j'en ai 180 codes différents, oui. Et j'en en retiens que 2. Oui. Celui pour mes emails et celui pour mon ordinateur. Les autres sont dans un coffre-fort numérique et c'est très très pratique. Et ce logiciel qui permet finalement de s'affranchir de tous ces codes, vous y croyez ou pas ? Je l'utilise au quotidien, sans ça je ne pourrais pas vivre. Ouais. Mais donc mon identité numérique est protégée dans ce coffre-fort. Oui, mais il faut que le coffre-fort soit sûr. Hein, là. Il y a toujours un dernier maillon qu'il faut protéger. Entre la cybercriminalité et l'espionnage, il y a un rapport. Il y a un cousinage. Il y a un rapport parce que généralement on utilise le cybercriminel lorsque l'on veut réaliser du cyberespionnage sans être découvert. Une sorte de mercenaire qui va aller espionner, rentrer dans l'entreprise et vous sortir les informations. L'inconvénient, la faiblesse du système, c'est que les entreprises qui sont menacées ou qui sont victimes ne le disent pas. La plupart du temps, elles disent surtout n'en parlez pas parce que nos clients vont nous fuir, notre image va en souffrir. Vrai, hein ? Il est vrai que la plupart des entreprises essayent de conserver le secret, bien que l'on voit que la majorité des entreprises qui ont pris l'opportunité de communiquer, en sont ressorties grandies. Et notamment avec la CNIL, avec le RGPD, il est obligatoire aujourd'hui, quand il y a une fuite de données personnelles, d'avertir la CNIL et de pouvoir prendre les mesures de communication nécessaires pour pouvoir protéger ces informations. Je vois comment vous travaillez. Comment vous êtes payé ? Vous êtes payé à la mission, vous êtes payé aux honoraires en fonction des dégâts que vous évitez ou aux résultats ? Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas payés aux résultats. Aujourd'hui, nous ne sommes pas payés aux résultats. Ah oui, donc vous y réfléchissez. Notre principale activité est de fournir des logiciels sur un périmètre donné. Et donc on facture à ce nombre de logiciels. Si vous avez un téléphone portable, un ordinateur Windows et un ordinateur Mac, on va vous fournir 3 licences et on vous fait payer pour cela. Okay. Ce que l'on va également ajouter, c'est tout le service et les conseils qui vont vous permettre, bien entendu, si vous êtes une entreprise de 10, 20, 200, 3000, 100 000 en endpoint, que l'on appelle le terminal, on va vous accompagner dans cette direction et c'est là où on va également ajouter du service. On est un peu comme face au vaccin, comme face au coronavirus. Hein. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire pour empêcher, pour se faire traiter de la cybercriminalité. Est-ce que l'intelligence artificielle porte des remèdes possibles ? Oui. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle apporte surtout une capacité de traitement extraordinaire. Pour traiter les données. Pour traiter les données. Donc j'imagine que tous les jours, l'intelligence artificielle sera en mesure de faire une veille, non ? Depuis 1998, nous utilisons l'intelligence artificielle dans nos logiciels. Ah oui, donc c'est ça le traitement, c'est ça la chloroquine du... Oui, plus bien entendu le jus de cerveau humain sans lequel, de toute façon, l'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner car on n'a pas d'intelligence artificielle autonome. Oui. Monsieur Grunman, je crois que vous avez un site internet et un blog. Hein. Exactement. WeLiveSecurity.fr et ce blog-là est le chemin qui permet à la fois aux particuliers et aux professionnels de trouver toutes les informations. C'est une mine d'astuces. Merci beaucoup. Merci.